Effectivement, dans le budget Aurélien Saint-Houl, il y aura certainement de nouvelles aides ciblées pour 2023 en tout cas. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure? Vous avez souvent souhaité que ce soit les plus modestes qui puissent en bénéficier. Vous saluez cette annonce du gouvernement? Non, parce qu'en réalité, on a affaire à une politique d'enfumage, et ça depuis le début. Limiter les prix et faire une ristourne, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes personnes qui payent. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement, c'est de faire payer les contribuables le prix de leur essence. Donc, la différence, c'est le contribuable qui la paye. Donc, ça veut dire tout un chacun. Donc, l'argent que vous ne mettez pas au moment de faire le plein, vous le mettez dans vos impôts. Et si la part de vos impôts soit vont augmenter, soit dans ces cas-là, vos impôts ne vont pas servir à des services publics. Or, les gens, les Français, ont besoin de services publics. On voit bien que tous les services publics sont à l'os. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts dans le budget? Dans ces cas-là, ça signifie que le gouvernement choisit. Soit il augmente les impôts, soit il diminue le service qui est fourni. Dans le pays, on a besoin de services publics. On a besoin de services publics. Il n'y a aucun service public dans lequel on puisse dire on peut se permettre encore de réduire les dépenses. Vous ne pouvez pas vous permettre de réduire dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la police, etc. etc. Donc c'est une stratégie de dissimulation. Nous, ce que nous proposons, c'est de faire payer ceux qui ont les moyens de payer, c'est-à-dire les multinationales du pétrole elles-mêmes. Total dégage des profits, des super profits, c'est-à-dire des profits qu'ils n'ont jamais fait. Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, disait « je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit ». Moi, lui propose une méthode simple. Vous prenez les chiffres des années précédentes, vous faites un profit moyen et vous voyez et vous comparez avec les profits de l'année en cours. Et puis vous faites la différence et vous écrêtez et vous dites tout le reste revient à la collectivité. Vous ne privez pas Total de la possibilité d'avoir un profit. Simplement, vous le redistribuez. Eh bien, si vous faites ce genre de choses... Donc vous, c'est blocage des prix et taxe sur les super profits. Et bloquer les prix, c'est une méthode possible. On l'a fait quand il s'agissait de gel hydroalcoolique. On peut tout à fait le faire sur du pétrole. Alors, moi, je voulais répondre à Monsieur Saint-Houl sur deux points. Premier point, quand vous dites que c'est ceux qui bénéficient de la ristourne qui payent des impôts, pas forcément. Ceux qui utilisent le plus le carburant, c'est pas forcément ceux qui payent le plus d'impôts. Ce serait un simplisme de pouvoir le dire. Justement, TVA. Là où on est, ils payent la TVA, vous savez bien que c'est l'impôt le plus injuste. Donc en réalité, en fait, il y a d'autres formes d'impôts et vous le savez bien aussi. Le système français n'est plus progressif. Ça, c'est le premier point. Ce serait de dire que, voilà, ce que je souhaite dénoncer, c'est ce simplisme qui serait que l'économie serait très simple et qu'il y a un peu plus de complexité là-dedans. Sur les super profits, moi je vous rejoins sur cette question des super profits et on a bien vu qu'il y avait une évolution. Vous avez refusé de voter la taxe sur les super profits. Ce que je veux le gouvernement a choisi de ne pas. On a choisi de mettre au niveau européen Donc encore une fois, on est dans une stratégie d'enfumage. Donc nous ne sommes pas sur une stratégie d'enfumage. Ça c'est votre mot. C'est ce que vous faites sans doute au quotidien. Nous, ce que l'on veut, c'est trouver des solutions, mais qui ne bloquent pas l'économie. Parce que tout ça, bloquer les prix, bloquer le pays, c'est ça. C'est très simple. Non, bloquer les prix, ça n'est pas bloquer le pays. En théorie, ça marche. C'est limiter les dividendes, c'est limiter les marges de Total. Vous savez, l'économie, elle fonctionne très bien quand l'État intervient. Parce que c'est la clé pour l'emploi et c'est la clé aussi pour le revenu de l'ensemble. On ne veut pas le bloquer. Par contre, effectivement, il faut avoir une bonne répartition. Et aujourd'hui, vous avez des profits. Total n'a jamais distribué autant de dividendes qu'aujourd'hui. Les milliards, on va revenir sur Total et ne pas oublier que Total a pu bénéficier. Est-ce que je peux terminer ou pas ? S'il vous plaît. Alors l'un après l'autre, parce que sinon on vous entend pas. Je termine simplement sur la contribution aussi que Total, puisque Total a aussi mis en place une ristourne qui permet aux utilisateurs de ces carburants de pouvoir avoir un truc moins cher. Donc vous ne pouvez pas dire non plus que rien n'est fait. Et quand ils l'ont utilisé, quand ils l'ont annoncé, on était au mois de juillet. Il y avait des discussions sur les super profits. Et je pense que les discussions parlementaires ont été utiles pour pouvoir décider également que ce geste soit fait par cette entreprise. On peut aller plus loin sur le mécanisme européen si vous le souhaitez, mais en tout cas, ce que l'on peut faire, c'est que rien n'est aussi simple. Et on doit arrêter de faire des simplismes comme ça économiques. On va clore ce chapitre. Une petite seconde sur cette histoire de négociation avec Total. Total, en mettant en place une ristourne, a bénéficié d'un effet d'aubaine. L'État, le gouvernement a fait la publicité de Total qui faisait une opération promotionnelle comme dans n'importe quel business. Donc Total a eu une stratégie commerciale. Elle a, comme entreprise, bénéficié de cette stratégie et elle a bénéficié du concours ou de la publicité volontaire ou involontaire du gouvernement. Moi, je pose la question du genre de deal qui existe entre l'État et Total
pour, au bout du compte, faire la culbute. Parce que quand l'État fait 10 centimes de ristourne et que ça vient s'ajouter à la ristourne de Total, Total bénéficie de ça. Et les autres distributeurs de pétrole, d'essence, savent très bien que leurs marges ont baissé et les volumes vendus... Non, mais il y a une question, hein. Il y a un conflit d'intérêts, là. On va écouter Charles de Courson. Ce qui a été négocié entre il avait interpellé le ministre des Comptes publics dans l'émission. Aurélien Saint-Toul, une réaction sur cette répartition des rescapés. Donc 44 qui vont être expulsés parce qu'ils ne peuvent pas prétendre à l'asile, 60 qui restent, et puis le reste, une répartition dans les 11 autres pays européens. C'est une bonne gestion de la situation ? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut revenir sur les jours qui ont précédé l'arrivée de l'Ocean Viking sur Toulon et dire les choses avec sérieux et gravité. On parle de gens qui ont risqué leur vie dans une mer ou sur une mer qui compte 50 000 morts depuis l'an 2000. Donc, déjà, il faudra se garder de tout effet de manche quand on abordera un sujet comme celui-là et garder un minimum de dignité et d'humanité. Le deuxième point, c'est de se rendre compte que la France a tergiversé avant d'accueillir l'Ocean Viking, prétextant ou disant que la responsabilité revenait à l'Italie de Madame Meloni. Madame Meloni est une néofasciste. Il ne fallait rien attendre d'elle. Et aujourd'hui, se vanter de ne pas avoir agi comme des néofascistes, ce n'est quand même pas vraiment à l'honneur du gouvernement. Ces deux points étant posés, des règles européennes, en fait. Ces deux points étant posés, effectivement, sans doute qu'il faut discuter les règles européennes, mais je ne suis pas comptable, et nous, Insoumis, ne sommes pas comptables des décisions qui ont été prises par les gouvernements de ces dernières années, y compris les gouvernements de M. Macron. Revenons sur le point précis. 44 des 234 rescapés vont être expulsés. Comment leurs dossiers ont-ils été instruits? En combien de temps? Est-ce que les délais légaux pour pouvoir faire appel d'une décision de ce genre ont été respectés et seront respectés? Il ne faut jamais perdre de vue que sur des sujets comme celui-là, il est question de droits humains et que les droits humains méritent d'être respectés partout et pour tous, qu'on soit français ou pas français. Et enfin, il faut prendre un peu de hauteur et se rappeler que dans la Méditerranée où 50 000 personnes sont mortes, comme je vous l'ai dit, entre 2000 et 2022, on a eu donc 50 000 morts. Rendez-vous compte, en 20 ans. C'est donc énorme et en même temps, ça n'est pas tant que ça. Si vous mettez en rapport les 100 000 Ukrainiens que nous avons accueillis juste en un an. Et pour un montant finalement pas si élevé, puisqu'on a consacré 600 millions à l'accueil de 100 000 Ukrainiens, dans des conditions difficiles, mais relativement honorables comparé à ce qui est fait pour d'autres populations. Si j'entends bien, il aurait fallu peut-être accueillir l'ensemble de ces rescapés. Ukrainiens, rendez-vous compte, 600 millions d'euros, c'est à peine plus que l'excédent budgétaire d'un département comme les Hauts-de-Seine. Donc consacrer plus d'argent et accueillir donc plus la capacité d'accueil, elle existe. De migrants. Voilà, répondez, Céline Calvet. On va répondre et puis on va prolonger. Oui, il faut faire cette réforme pour protéger le niveau de vie des retraités et nous augmenterons la pension minimale. Voilà, la Première ministre a donc parlé de négociations en ce moment avec les syndicats avant une prochaine loi attendue pour 2023. Mais la France Insoumise accuse la Première ministre de vouloir passer par amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va regarder ce tweet de Jean-Luc Mélenchon pendant la séance de questions au gouvernement. Le leader de la France Insoumise qui dit « J'ai alerté hier soir, Madame Panot a interpellé Elisabeth Borne. Celle-ci refuse de démentir. La Macronie et LR feront passer la retraite à 64 ans le 21 novembre. Il faut d'urgence une réunion de toute la gauche sociale et politique pour organiser le barrage à l'Assemblée et dans les rues. Aurélien Saint-Toul, il n'a jamais été question d'amendement au PLFSS dans la question de Mathilde Panot à la Première ministre. Pourquoi cette suspicion aujourd'hui? Parce que, de fait, il y a un amendement qui a été porté au Sénat et qu'on ne peut pas imaginer que... Par les Républicains. Par les Républicains, mais qui a été adopté par les macronistes, donc le groupe macroniste du Sénat. Donc on ne peut pas imaginer que les sénateurs prennent des décisions sans en référer à aucune instance, sans consulter personne. Donc la Première ministre confirme qu'il y aura une loi l'année prochaine, vous n'êtes pas certain. Ce qui est frappant, c'est que quand on pose une question à Madame Borne, elle n'apporte pas de réponse. La semaine dernière, je lui ai posé une question concernant Agnès Pannier-Runacher et les conflits d'intérêts dans lesquels elle baigne. Elle n'a pas répondu sur le fond. Je lui ai demandé si elle avait encore confiance dans Agnès Pannier-Runacher.
Il n'était pourtant pas difficile de dire « j'ai confiance dans ma ministre ». Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on lui demande « est-ce que vous allez utiliser le PLFSS pour faire passer cette réforme ?» Elle ne répond pas. Mais en même temps, ce n'était pas dans la question de Mathilde Panot. Elle pourrait tout à fait dire quel sera le véhicule. Elle a répondu à la question. Elle a été dit une loi l'année prochaine. Donc pas le 21 novembre, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Dont acte, on verra de quoi il sera question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si il devait y avoir l'utilisation de cette opportunité de passer par le PLFSS et un amendement au PLFSS, alors ce serait un problème, outre le problème social, ce serait un problème démocratique grave, parce que ça voudrait dire que le gouvernement se donne la possibilité d'utiliser le 49.3. On avance. Alors, il y aura une loi